Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Sissoko. Je suis Managing Director d'Orofins INI. C'est une structure du groupe Orofins. Orofins, c'est un grand groupe français qui est présent enfin, on est leader mondial du test, certification et inspection. On est davantage présent sur les domaines de l'environnement, de la biologie, et de tout ce qui touche à la vie, proprement dit. Et donc moi je suis dans la branche CPT, dans laquelle il y a une branche électrique où on est spécialisé dans le test et la certification de produits. Donc par rapport, en complément des deux présentations précédentes et de la première, moi je vais plutôt mettre l'accent sur la partie cybersécurité orientée produit. Venant du monde du dispositif, du produit, ici on est dans un salon industriel, donc il y a un certain nombre de dispositifs, de produits électriques, électroniques qui sont utilisés dans la maintenance, qui sont utilisés dans l'industrie. Donc moi je vais davantage m'attarder à comment aujourd'hui la cybersécurité d'un produit est prise en compte. Voilà, donc c'est comme on l'a expliqué très bien tout à l'heure, la cybersécurité est un domaine assez vaste. Il y a plusieurs parties, depuis le cloud jusqu'à la personne, dans lesquelles ça va interférer. Et nous, la problématique qui nous intéresse, c'est le produit, en sachant qu'on a de plus en plus de produits connectés. Aujourd'hui, dans l'industrie, enfin, moi je travaille beaucoup dans les dispositifs médicaux, il y a plus de 50% de dispositifs médicaux aujourd'hui qui sont connectés, qui intègrent des solutions type Bluetooth, Wi-Fi, RFID, en sachant que Bluetooth et RFID restent les technologies les plus utilisées. Donc ce qui fait que l'intégration de la connectivité qui arrive de plus en plus dans tous les environnements de l'industrie fait qu'on va augmenter les surfaces d'attaque. Donc aujourd'hui, il est très facile de rentrer dans une industrie via ce qu'on appelle l'opérationnel, l'OT, depuis que l'OT et l'IT convergent de plus en plus. Donc nous, les normes qu'on met en avant, les normes qu'on va mettre en évidence à travers ces réglementations, elles vont concerner davantage l'OT. Mais bien sûr, on vérifie également toute la partie IT, puisque les passerelles entre l'IT et l'OT se font de plus en plus. Donc actuellement, mon intervention va concerner donc un cadre réglementaire, puisque moi, ça fait bientôt 30 ans que je travaille dans surtout le test de produits électriques, électroniques, connectivité, et régi par des directives européennes, des règlements nationaux dans certains pays, à travers laquelle on va retrouver le marquage CE, qui est bien connu, puisque sur la plupart des produits, on va retrouver un marquage CE, marquage attestant que le produit répond à un certain nombre de réglementations qui sont applicables sur le territoire de l'Union européenne. Sauf que jusqu'à présent, la cybersécurité n'était pas intégrée dans ce type de réglementation, et ça commence à l'être à travers la directive RED, le Cyber Resilience Act, qui est un document transverse qui va imposer la cybersécurité globalement dans le cadre du marquage CE. Donc tout d'abord, souvent on me pose la question, est-ce que la cybersécurité est quelque chose d'obligatoire, ou est-ce que c'est quelque chose de volontaire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager? On a vu à travers les deux précédentes présentations que c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus crucial. Pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques de sécurité, des problématiques de privacy, de données personnelles, et des risques qui sont de plus en plus pris en compte. Comme j'ai dit, donc c'est des choses avec l'augmentation de la connectivité par l'intelligence artificielle, le médical, tout ce qui est autonome, y compris les véhicules autonomes. La semaine dernière, j'étais voir un fabricant de dispositifs médicaux qui fait des robots d'opération. C'est quand même important que la problématique de cybersécurité soit bien prise en compte, surtout que dans le médical, on a parlé tout à l'heure des hôpitaux, ça fait partie, je pense, aujourd'hui des top 3 ou top 5 des industries qui sont le plus hackées. Donc cette problématique du produit, donc dans les hôpitaux, bien sûr, on va prendre en compte la dimension de l'hôpital en termes d'infrastructure, en termes d'IT, mais il ne faut pas négliger cette dimension produit par lequel
on a des chemins, des surfaces d'attaque, des chemins qui peuvent être utilisés par les hackers pour entrer dans le système de l'entreprise. Donc il y a plein d'exemples comme ça qui illustrent à travers cette convergence de l'IT et de l'OT, comment à travers des dispositifs médicaux, à travers des produits, des capteurs qui vont être utilisés dans l'industrie, on rentre directement dans le système de l'entreprise. Voilà, donc ça j'ai pris quelques exemples source Google hein, d'entreprises qui ont mis en place un certain nombre de règles par rapport à la cybersécurité. On retrouve des normes qui me sont assez familières, moins l'ISO 27001 parce qu'elle traite plus de la partie IT, mais elle complète un certain nombre de prescriptions que nous on applique dans le cas de l'OT, par exemple à travers la norme que je détaillerai plus tard, 62443, qui concerne les process industriels et qui vient d'être adoptée aussi par le médical, puisqu'il trouve que c'est un bon document, une bonne approche pour valider la cybersécurité des produits. Voilà, donc quelques exemples qui montrent qu'aujourd'hui, ça avance. Sur le plan réglementaire, en 2018, la Commission européenne a mis en place le Cybersecurity Act. Je vais plutôt parler de ce slide-là d'abord. Donc, dans le Cybersecurity Act, qui est un document, bien sûr, qui ne définit pas pour une catégorie de produits les exigences de cyber, mais elle a fixé le cadre de la cybersécurité. Et un des points importants de ce document, c'est de définir, de bâtir une classification en fonction du type de produit, de l'objectif du but du produit et de son caractère lié à la sécurité. Et donc, en définissant 3 niveaux. Un niveau high, qui va concerner un certain nombre de produits à risque importants, comme on a vu tout à l'heure, dans les questions et dans la présentation qui a été faite. Le niveau substantial qui va concerner des produits intermédiaires, ça peut être des dispositifs médicaux, ça peut être une gateway, et un niveau basique qui va concerner des produits grand public, quoi, un peu le micro que j'ai là. Si on me hack, c'est pas grave, quoi. Je vais aller avoir recourir. C'est grave quand même parce que ça va plus me permettre de parler, qu'on m'entende, mais je peux avoir d'autres solutions filaires, ainsi de suite. Donc le niveau basique concerne davantage les produits de grande consommation, tels que, enfin, tout ce qu'on va retrouver à la maison, une enceinte connectée, voilà. Et en fonction de chacun de ces niveaux, il y a des objectifs à atteindre. Avec, bien sûr, par exemple, on voit que pour le niveau high, on demande de la robustness et du compliance, d'une conformité. Pareil pour le niveau substantiel, parce qu'on peut avoir un certain nombre de produits dans le substantiel avec des risques potentiels en cas de dysfonctionnement. Et enfin, on a le niveau basique, où, en général, on ne va pas aller jusqu'à faire des essais assez poussés, comme les essais qu'on peut avoir dans la première catégorie de produits, avec du pentest, des attaques physiques, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cas des critères communs. Dans le cas des critères communs, qui sont une certification qui est applicable pour certains produits importants liés à la sécurité de l'État, la biométrie, les passeports, ainsi de suite, le banking, tout ce qui va être lié à des transactions, on va appliquer des niveaux high. Et dans ces niveaux high, on va trouver des tests. Déjà, on va vérifier un certain nombre de choses sur le produit, les fonctions de sécurité, et on peut pousser le nombre de les tests à faire. Et on peut aussi, je dirais, comme je disais tout à l'heure, aller même jusqu'à des attaques physiques ou des attaques qui peuvent aussi rendre indisponible le produit, l'indisponibilité étant une vulnérabilité. Voilà, donc ça c'est un peu défini dans le Cybersecurity Act. Ensuite, une réglementation de cyber verticale qui va se mettre en place, elle va adopter cette classification en fonction du type de produit auquel elle s'adresse. Donc l'ENISA, c'est l'organisme de certification que la Commission européenne a mandaté. C'est lui qui aujourd'hui met en place les schémas de certification. Et on a des nouvelles réglementations qui se mettent en place. Donc la première dont je vais parler, c'est la NIS. Donc la NIS, c'est une directive qui va concerner, ce point a été abordé tout à l'heure, ce qu'on va appeler les infrastructures critiques. Donc il y a eu d'abord une première NIS qui avait été publiée, une directive qui avait été publiée en 2016, et ensuite une deuxième en 2020, je pense, ou 2022, qui est venue augmenter la liste de potentiels de produits qui peuvent être concernés par cette directive. Et moi qui m'intéresse beaucoup aux dispositifs médicaux, on voit que par exemple dans cette nouvelle NIS, ils ont rajouté les dispositifs médicaux.
les dispositifs de diagnostic in vitro qu'on peut retrouver dans un laboratoire d'analyse médicale, ainsi de suite. Donc après, il y a d'autres produits. Hein. Donc, si vous allez sur le site de l'ANSSI, il y a une présentation qui est très très bien, qui a été faite récemment, je pense, courant du mois de mai, et qui présente bien cette nouvelle directive Nice, les obligations, quels produits sont concernés et comment les choses vont se faire. Donc moi, je suis davantage la partie médicale et je sais que d'ici 2025, les gouvernements, les États vont définir la liste des produits qui vont rentrer dans cette Nice 2. Là, je parle sous le contrôle de l'ANSSI, je pense que je ne dis pas de... Voilà, donc moi, je m'intéresse beaucoup à la partie médicale puisque tous ces produits devront respecter les exigences de la directive. Donc voilà... Dans la directive, il y a une classification sur ce qu'on appelle les infrastructures critiques essentielles, les infrastructures importantes, voilà. Et donc, je pense que le gros apport de la Nice 2, c'est cette partie importante entity, parce qu'avant, on parlait beaucoup d'OIV, infrastructures critiques. Maintenant, on va parler aussi d'infrastructures importantes, ce qui fait rentrer dans la directive pas mal de produits, pas forcément hyper importants pour la sécurité nationale, quoi, mais qui deviennent déterminants. Donc voilà, donc ça c'est la dernière, la mise à jour de la Nice. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette Nice? Qu'est-ce qu'elle apporte? Donc elle étend son champ d'application, comme je viens de dire, en changeant la classification. Elle définit des points clés que les entités, les organisations devront mettre en œuvre et respecter. Donc sur toute la chaîne de fabrication. Elle impose également aux autorités nationales, aux pays, de mettre en place toute la structure qui va permettre de s'assurer que les entreprises prennent bien en compte les exigences. Il y a une notion aussi de monitoring des incidents, un peu en lien avec la question qui avait été posée tout à l'heure. Mais cette monitoring des incidents, bien sûr, va être, je suppose, en France, managé par l'ANSSI quand il s'agira de sociétés entrant dans la Nice, puisque c'est quand même, comme on dit, comme vous l'avez bien dit, la confidentialité et le secret, il est hyper important en matière d'incidents, quoi, parce que c'est pas, il faut pas que ça court les rues de dire que telle société s'est fait hacker et que la faille, ça a été le VPN ou ça a été tel ou tel aspect de la société qui n'a pas été pris en compte. Donc ça va renforcer également le rôle des autorités nationales et leur pouvoir de décision sur ces infrastructures. Dès l'instant, les décrets paraîtront en disant que telle ou telle entreprise est critique. Voilà, donc, et ça va augmenter aussi, bien sûr, la coopération entre les différents États membres. Donc ça, c'était pour la Nice. Donc le deuxième règlement qui est actuellement rentré en vigueur, c'est la directive des produits radio. D'ailleurs, ce matin, je participais à un webinaire où on présentait les exigences de cette directive. Et cette directive, elle existe déjà. Elle définit le marquage CE des produits connectés. Tous les produits qui utilisent des fréquences telles que Wi-Fi, Bluetooth, enfin tout ce qui émet entre 9 kg et 300 gigas. Donc actuellement, dans cette directive, on va retrouver de la CEM, de la compatibilité électromagnétique, de la sécurité électrique et de l'utilisation efficace du spectre. Et la cybersécurité vient renforcer les exigences essentielles à travers les 3 points clés. Donc premièrement, c'est augmenter la résilience du réseau de manière à ce que les attaques soient de moins en moins évidentes. Augmenter également la protection et la sécurité des personnes à travers la vie privée, les données personnelles. Et renforcer également tout ce qui va être lié aux risques, liés aux fraudes. Donc voilà, donc ça, ce que la présentation qui m'a précédé répond bien à certains de ces items qui sont aujourd'hui demandés dans le cadre de la directive RED pour les produits IoT qui peuvent être utilisés dans n'importe quel type d'industrie. Donc les produits qui sont concernés, bien sûr, c'est tous les produits qui sont actuellement dans le champ d'application de la directive RED vont également tomber dans vont être concernés par cette exigence de cybersécurité. Donc actuellement, il y a des discussions avec la Commission européenne qui doit prendre une décision avant la fin du mois pour décaler la période d'application. Parce que la première période d'application qui avait été votée par la Commission européenne était le début août 2024. Et là, les industriels, certains syndicats ou certaines associations d'industriels ont fait
un peu de... Enfin, on dit, nous, on n'est pas prêt, quoi. On n'est pas prêt, d'autant plus que les normes harmonisées, les normes qui permettent de mettre en application cette directive ne sont pas toutes prêtes. Bien sûr, la directive prévoit également, quand il n'y a pas de normes harmonisées, d'utiliser un organisme notifié qui, lui, va définir les séries d'essais essentielles qui vont permettre d'évaluer un produit. Mais, de toute façon, moi, je vous dis, la plupart des industriels ne sont pas prêts. Et moi, j'ai monté ça, ça fait 7 ans ou 8 ans que je travaille dans mon ancienne société. J'ai monté toute l'offre cybersécurité, les tests, des scanners de vulnérabilité, ainsi de suite, et des scanners aussi pour faire un certain nombre d'essais. Et je peux vous dire que là, quand on préparait notre solution, la plupart des IoT, des produits qu'on achetait, des caméras connectées, des gateways, la plupart ne passaient pas les essais, certains essais, quoi. Puisque les produits n'ont pas forcément été conçus en prenant en compte ces exigences de cybersécurité. Bien sûr, il y a des sociétés qui, elles, indépendamment du cadre réglementaire, ont mis la cybersécurité en avant et l'appliquent sur leurs produits. Mais vous prenez, je sais pas, les jouets, que ce soit des jouets, que ce soit même certaines gateways, même certaines box Wi-Fi, certaines ne sont pas forcément allées là où il faut au niveau de la cybersécurité. Quand d'autres l'ont déjà intégré dans leur pratique, de design, de développement. Aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis, parce que je reviens encore avec mes dispositifs médicaux, au niveau des dispositifs médicaux, il y a eu plein de produits qui ont été hackés, c'est public, hein. Si vous allez sur le site de la FDA, vous allez retrouver un certain nombre de reportings sur des pacemakers, sur des pompes d'insuline, sur des produits connectés en Bluetooth Wi-Fi, sur lesquels il y a eu des attaques par l'interface connectée. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes qui sont en train de se mettre en place. Elles ne sont pas harmonisées. Donc je cite quelques-unes qui sont très appropriées et qui commencent à être utilisées pour l'application de cette exigence de la directive RED qui conduira au marquage CE. Et dans cette directive, dans ces normes, on va retrouver des moyens assez précis qui vont nous permettre de valider la conformité d'un produit, en tenant bien compte de la classification du produit, comme je l'ai montré tout à l'heure à travers le cybersécurité, selon que le produit soit basique, substantial ou high. Donc en général, dans le cas de la directive RED, on rencontre beaucoup de produits dans le basique et dans le substantial, puisque les produits de consommation de masse connectés, ça reste quand même des produits, je dirais, assez simples. Après, quand on va monter en termes de produits, en termes de criticité, là, on va retrouver une norme comme celle-là, que je présenterai aussi, la 62443, qui est de plus en plus utilisée pour les processus industriels. Processus industriel, là, ça veut dire qu'on commence quand même, on va parler de SCADA, on va parler d'interface, de breaker, de système d'énergie, de systèmes systèmes intelligents qui sont dans l'industrie numérique. Là, ça commence à être assez important et là, on va plutôt raisonner en substantial, voire même parfois le début de la partie high, quoi. Le dernier, la réglementation donc, qui se met en place, mais pour l'instant, on n'est qu'au début, c'est le Cyber Resilience Act. Donc celui-là, de toute façon, à partir du moment où il sera en place, tout ce que je viens de vous dire va tomber à l'eau, puisque ce Cyber Resilience Act va régir l'ensemble du marquage CE. Ça veut dire que tous les produits qui vont être concernés par le marquage CE devront répondre en matière de cybersécurité au Cyber Resilience Act. Un peu à l'image de la CEM. Aujourd'hui, vous prenez la directive CEM, applicable depuis 1997 ou 18 ou 16. La directive CEM, aujourd'hui, elle s'applique sur tous les produits. Elle est transverse au niveau de toutes les industries. Et bien, dans 5 ans, dans 10 ans, la cybersécurité sera exactement pareille en s'appliquant à l'ensemble de l'industrie, sauf si l'industrie a prévu une exigence verticale, comme c'est le cas par exemple de l'automobile qui aujourd'hui, ils ont pris très au sérieux la problématique de cyber et ils ont aujourd'hui mis en place depuis janvier 2022 une réglementation liée à la cybersécurité. Donc voilà, et pour finir, important aussi puisqu'on est dans un salon industriel, donc je ne peux pas parler de cybersécurité sans
parler de ce qui se fait aujourd'hui très très bien dans le cas de la cybersécurité de l'industriel, de l'OT. Il y a un programme de certification, de normes qui ont été mises en place, à l'origine par l'ISA, je ne sais pas si vous connaissez l'ISA, qui gère pas mal de processus industriels. Donc l'ISA a été très moteur dans le développement de ces normes et qui ont permis de définir, vous voyez, selon le produit. Donc on va retrouver soit l'infrastructure, soit l'intégrateur, soit le fournisseur. Donc quand on dit fournisseur, on est plus à l'échelle d'un produit. Et pour chaque étage de l'industrie, on va définir un certain nombre d'exigences qui vont être applicables aux produits industriels. Et à travers ça, des normes. Donc par exemple, si moi je suis un fabricant de produits, de composants qui vont être destinés à l'industrie, à un processus industriel, je vais pouvoir m'appuyer sur ces normes qu'on voit en bas, la 62 443 4.1, 4.2, selon la destination du produit, selon qu'il aille sur un processus industriel, selon qu'on le retrouve dans un PC de monitoring, ainsi de suite. Et ces normes sont très très bien faites. Elles sont aujourd'hui adoptées par un schéma de certification au niveau de l'IECE, qui s'appelle le schéma IECE-CIBI. Il y a des organismes à travers le monde qui sont des organismes de certification. Nous, on l'est aujourd'hui et on sait évaluer un dispositif industriel sur la base de ces normes-là. Donc ce schéma, c'est celui-là, hein, le schéma de certification internationale. Et ce qui est bien aussi dans cette norme, si on revient par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette fameuse classification basique substantial high, la norme va définir également ce qu'on appelle des niveaux de protection. Niveaux de protection qui vont être fonction de la classe du produit. Parce que par rapport à la sécurité et à la fonctionnalité du produit, on va y attacher une classe, par exemple. Et selon... donc là, on va aller de SL1 jusqu'à SL4. Et c'est clair que si votre produit, il y a un risque assez sophistiqué d'attaque par des attaquants, par des hackers, voilà, qui peut aller jusqu'à la sécurité de l'État, là, on va commencer à monter du SL3, du SL4. Ça veut dire que dans les exigences, on va prendre en compte de façon beaucoup plus sécure et de façon beaucoup plus sévère les exigences de cybersécurité. Donc là, j'ai un exemple sur ce slide qui reprend en partie ce que je viens de montrer avec les 3 étages. Et vous voyez que pour l'opérateur, ce que j'appelle opérateur, qui est l'infrastructure, on a la 27001 qui revient pour sécuriser l'OT. Parce qu'une fois qu'on a l'infrastructure à laquelle l'OT va être connectée, il faut s'assurer que la convergence, elle se fait correctement du point de vue de la cybersécurité. Voilà. Donc, et on voit par exemple, si je refais le parallèle avec le Cyber Security Act, les 3 niveaux que j'ai présentés en début de ma présentation, on retrouve bien le basique, le substantial, le high, et en fonction, la norme, ces normes nous aident, selon la destination du produit, à le prendre en compte. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui. Il y a de plus en plus de sociétés, les grands groupes comme ABB, bien qu'ils se soient fait hacker il n'y a pas longtemps, mais bon, ça ne veut pas forcément dire aussi qu'on devient vraiment complètement imperméable. Il y a toujours un risque, mais au moins le risque il est amoindri. Voilà. Et un exemple de cycle de développement, hein, au niveau de prise en compte de la cyber dans un cycle de développement, c'est d'abord bien identifier les exigences qui sont applicables, les intégrer dans le design, les phases de développement, ensuite les tester que ce qu'on a mis en place en termes de protection de cybersécurité est robuste, et ensuite on va déployer, on va faire la maintenance. Dans la maintenance en cybersécurité, il y a une notion aussi de monitoring. Parce qu'aujourd'hui, un produit qui sort d'un laboratoire qui a été testé ou qui sort d'une évaluation, rien ne dit que demain, une nouvelle vulnérabilité ne pourrait pas le rendre à nouveau vulnérable. Et voilà, donc c'est important également de se faire une sorte de veille, de monitoring, de manière à s'assurer que le produit maintient toujours son niveau de sécurité. Et pour conclure, donc la cyber devient quelque chose d'important. Hein. On voit de plus en plus de requirements, d'exigences qui se mettent en place à travers bien sûr les réglementations.
Ça devient indispensable, comme on l'a vu à travers les 2 précédentes présentations, pour l'économie, la société. Donc c'est quand même pas marrant de se faire hacker tous les 4 matins. On voit aujourd'hui en France les collectivités, les hôpitaux, certaines industries qui se font hacker. Donc ça, c'est pas... Bon, voilà. Donc je crois qu'il est temps de faire quelque chose. C'est clair que négliger la cybersécurité peut également conduire à des problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que le cadre réglementaire se met en place. Je sais que les industriels n'aiment pas toujours les règlements, parce qu'on dit souvent qu'il y a trop de normes. Mais aujourd'hui, sur ce sujet-là, je puis vous assurer que déjà, ce n'est pas évident à l'appliquer sur un produit, puisque la plus grosse difficulté des normes, pourquoi les normes tardent à sortir, c'est parfois où on met le curseur, surtout sur des produits de consommation, parce qu'entre une prise connectée, une gateway et un pacemaker ou une voiture connectée, l'exigence de cybersécurité ne sera pas du tout la même, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des alignements qui sont en train de se faire par rapport également aux réglementations internationales. Aujourd'hui, moi, ce que je vois sur la sécurité, la certification de produits, ça converge quand même bien entre l'US, l'Asie, l'Europe. On a à peu près des cadres et des exigences qui convergent. Voilà. Et pour l'instant, de toute façon, par rapport aux réglementations que j'ai présentées, en absence de normes harmonisées, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut faire de la veille, regarder par rapport à son produit, comprendre la problématique cyber et voir ce qui y est le mieux adapté. Il y a beaucoup de bibliographies, de guides qui paraissent avec des exemples qui peuvent déjà permettre à l'industriel de prendre en compte ces exigences. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Je ne sais pas, il y a des questions? Ah, moi, j'ai une petite question. Vous avez, dans le Cyber Security Act, il y a 3 niveaux de vulnérabilité, voilà, par rapport à la cybersécurité. Mais qui définit... J'ai un produit, moi, est-ce que je le définis à haut niveau, à moyen niveau? Est-ce que c'est la commission qui va le faire? Comment ça se passe, en fait? Donc, par rapport à ce que j'ai présenté qui concerne la certification de produits, donc là, si je me mets à l'échelle produit, soit j'ai une réglementation verticale, type automobile, médical, qui va définir des exigences de cybersécurité et qui va utiliser le Cyber Security Act pour définir ces niveaux de sécurité. Mais en fonction des produits. En fonction des produits. Mais c'est mais par exemple, je sais pas, j'ai une pompe à insuline, c'est moi qui dis que c'est très haut ou très bas? Aujourd'hui, par exemple, une pompe à insuline, même on va globaliser, tous les dispositifs médicaux aujourd'hui sont régis par un règlement qui s'appelle le MDR, Medical Device Regulation. Et dans ce MDR, l'article 17, il dit, voilà, la cybersécurité de dispositifs médicaux doit être prise en compte. Et il explique très bien en disant que, attention, un dispositif dans le médical, on entend par dispositif médical l'infrastructure, c'est-à-dire l'hôpital, jusqu'au device. Et ils définissent en fonction du type de produit qui est basique, qui est high, qui est substantial. L'automobile fait pareil. Alors il y a quelque chose qui est un petit peu, qui peut être paradoxal quand même, parce qu'on peut avoir un objet qui est plutôt de bas niveau, mais en fait ça peut être une porte d'entrée tout à fait. Il y a eu une très grande attaque aux États-Unis, elle est très célèbre, hein, chez Walmart. Oui. Et en fait, c'est les caisses enregistreuses qui ont servi de porte d'entrée. Et après, les dégâts ont été considérables. Or, la caisse enregistreuse en elle-même, franchement, on n'a pas idée à ce que ce soit quelque chose de sensible en termes de sécurité, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de sous-évaluer certaines choses ou non? Au début, bien sûr, il y aura des trous dans la raquette. Mais avec ce que je viens de présenter, par exemple, si on reste en Europe avec la directive RED, il y a la même chose aux États-Unis qui est gérée par le NIST. Il y a une réglementation qui s'est mise en place. Et cette réglementation, pareil, elle a défini une classification de produits depuis la serrure commandée, la prise connectée, jusqu'au gateway ou la caméra, ainsi de suite. C'est explicité dans le document. C'est explicité. Et en fonction de la... là, je vous explique comment se passe une évaluation. Première des choses, nous, on va demander à l'industriel de compléter un certain questionnaire dans lequel on va lui demander un certain nombre de données liées à la sécurité de son produit. Et en fonction de ça, avec lui, on va faire une classification et on va définir les exigences. Les normes sont faites comme ça.
Alors autrement, j'ai une autre question. C'est par exemple, vous avez cité la CEM. Donc si on veut être certifié par rapport à la CEM, il faut aller dans un laboratoire. Oui. Donc la question pour la cybersécurité, est-ce qu'il y a une partition, enfin comment la discussion entre l'auto-certification et une certification dans un laboratoire? Est-ce que c'est une discussion qui est en cours? Comment ça se passe? Oui, oui. Enfin, là, encore une fois, c'est repris dans les verticales, les réglementations verticales. Dans le Cyber Security Act, la Commission européenne avait poussé également pour que la partie basique, qu'on ne mette pas trop de verrous liés à l'obligation de l'industriel de passer par un organisme accrédité, ainsi de suite. Je dis bien pour le niveau basique, en laissant une responsabilité à l'industriel. Ce qui n'est pas le cas pour le niveau substantial et le niveau high, où, que ce soit le substantial comme high, il faudra passer par des organismes. Et plus on va vers le high, plus les critères de désignation ou de notification de ces organismes vont être élevés, quoi. Pour ces derniers objets, en fait, très sophistiqués, en fait, c'est le logiciel qui est la source Pas que. d'inquiétude. Il y a le logiciel, parce que quand on parle de cyber, Voilà. c'est beaucoup le logiciel. Donc Mais vous avez vu aussi, à travers ce que je vous ai expliqué, je vous ai parlé d'attaques physiques aussi. c'est vrai. On peut avoir des attaques physiques. On a aussi des attaques sur les premières couches des canaux de communication. Ça, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, il y a une prise en compte. Il y a une prise en compte qui se fait de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet cyber, c'était très axé sur le logiciel. Je ne parle pas des critères communs. Hein. C'était très axé sur le logiciel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas que le logiciel à prendre en compte, bien qu'il soit, je dirais, le cœur de ceux qu'il faut prendre en compte. Mais n'oublions pas les premières couches physiques par lesquelles peuvent passer. C'est pour ça que j'ai parlé de surface d'attaque. Aujourd'hui, on a augmenté les surfaces d'attaque. Donc ma question pour le logiciel, c'est que les logiciels maintenant sont faits quand même d'agencement de briques. Donc une société, par exemple, on va prendre une pompe à insuline, pour reprendre ça, son logiciel, il y a peut-être 10-15% qui est propre à la société. Le reste, c'est quand même des blocs logiciels, soit en open source, soit achetés, etc. Est-ce que cette manière de construire des logiciels actuels pose des problèmes en termes de sécurité, ou est-ce que c'est abordé dans les textes? Là, je vais répondre plus du point de vue, pas du point de vue du concepteur, mais du point de vue de l'évaluateur. De toute façon, quand on va évaluer ce logiciel-là, on va prendre en compte la manière dont il a été conçu. Et même s'il est fait de différentes briques, l'évaluation devra le prendre en compte. Et ensuite, ce qui est important dans un produit, c'est de bien définir les fonctions de sécurité. Qu'est-ce qui, dans mon produit, est lié à la sécurité du produit? Et en fonction des différentes fonctions de sécurité qui sont gérées dans le produit, il y a des strates et des niveaux d'application de la cybersécurité. D'accord. Je vous dis ça parce qu'il y avait un petit peu un mouvement un petit peu de rébellion des gens de l'open source. Parce que vous avez cité à un moment, vous dites si on va trop loin, ça va bloquer les industries, ça va bloquer un peu pour les industriels. Produits simples. Donc je sais que pour l'open source, les gens qui font des logiciels en open source, ils disent que le Cyber Security Act, c'est leur point de vue, hein, va freiner un peu l'innovation. Donc voilà, parce qu'il y a trop de contraintes et trop de voilà. Oui, après, sans doute, mais charge à celui qui intègre, parce que c'est lui qui va utiliser le logiciel dans son produit final, charge à lui aussi d'intégrer un certain nombre de choses. Parce que derrière cette discussion, il y a quand même le problème de la justice, en fait, quelque part. C'est-à-dire que si ça tombe en panne et s'il y a un problème, c'est qui est responsable? Après, c'est des cascades. Mais en tout cas, dans nos réglementations type marquage CE, la responsabilité, elle incombe au fabricant ou à celui qui a mis le produit sur le marché ou en service. Après, bien sûr, il peut toujours se reporter sur ses sous-traitants. Ok.